En mai 1984, un seul homme a osé dire non au puissant empire laitier du Cantal. Tout le monde annonçait sa ruine immédiate. Pourtant, sans un centime de dette et armé d'un vieux Someca rouillé, il a tenu tête à ceux qui voulaient le détruire. Sur les hauteurs de la Planaise, là où le Cantal s'effondre en plateaux immenses de roches noires, la terre ne pardonne pas la faiblesse. C'est un pays de pierre et de vent, un désert de moyenne montagne où le basalte dicte sa loi aux hommes depuis des siècles. En cet automne de la fin des années 70, le paysage porte encore les stigmates d'une tragédie silencieuse que personne ici n'a oubliée. L'année 1976 est restée gravée dans la mémoire des paysans comme une année de cendres. La grande sécheresse avait transformé les pâturages verdoyants en une steppe roussie, craquelée par une chaleur lourde, presque biblique. Les sources s'étaient taries les unes après les autres, laissant les bêtes mugir de soif dans les parcs desséchés. Les hommes regardaient le ciel désespérément bleu, les mains enfoncées dans des poches vides, conscients que chaque jour sans pluie effaçait le travail d'une génération. Beaucoup de grandes familles de la région avaient plié le genou cet été-là. On avait vu des convois de camions de bétail descendre vers la vallée, chargés des dernières vaches laitières vendues pour une misère à des maquignons sans scrupules. Des fermes séculaires, aux toits de lauze lourde, s'étaient éteintes, leurs portes closes par des cadenas neufs apposés par les banques de Saint-Flour ou d'Aurillac. Les fils de la terre s'en allaient travailler à l'usine ou s'engager dans les chemins de fer, fuyant la misère d'un terroir devenu stérile. Mais chez les Vignal, on ne fuyait pas. Henri Vignal, le vieux lion du plateau, avait regardé ses prairies mourir sans prononcer une parole inutile. Il avait serré les dents, rationné le peu de foin qui lui restait, et vendu sa vieille faucheuse pour acheter de l'eau. Il avait survécu, mais son exploitation était exsangue, ses structures fatiguées, et son vieux tracteur de l'époque, un petit poney à bout de souffle, avait rendu l'âme au milieu des labours d'automne, le bloc moteur fondu par le gel précoce qui avait suivi la canicule. Pour reconstruire ce que la sécheresse avait détruit, Henri savait qu'il lui fallait plus qu'un simple outil de travail. Il lui fallait une enclume. C'est ainsi qu'en novembre 1977, il prit le car jusqu'à une vente aux enchères après liquidation près de Brioude. C'est là, au fond d'une cour de ferme boueuse, qu'il le vit pour la première fois, un Someca 1000 d'été. La machine imposait le respect par sa seule carrure. Ce n'était pas un tracteur de démonstration pour les salons agricoles. C'était un monstre de fonte brute de plus de 4 tonnes, revêtu d'une livrée orange vif qui jurait avec la grisaille du ciel auvergnat. Sous son long capot carré dormait le légendaire moteur 6 cylindres EM de 4,9 litres de cylindrée, une cathédrale de mécanique italienne réputée pour son couple indestructible et son appétit d'ogre au travail. La transmission à double traction, robuste et primitive, promettait de mordre dans les pentes les plus abruptes du plateau sans jamais faiblir. Le compteur affichait déjà 4800 heures de travaux forcés en plaine, la peinture des ailes était écaillée par le fumier, et la cabine rudimentaire, sans aucun confort, n'était qu'un assemblage de tubes d'acier et de vitres épaisses. Mais Henri ne cherchait pas le confort. Il cherchait de la masse, de la puissance pure, et une fiabilité que seule la mécanique sans électronique pouvait garantir. Lorsqu'il ramena le Someca au domaine, les voisins secouèrent la tête. On disait que cette machine était trop lourde pour les terres de montagne, qu'elle consommerait plus de fioul que la ferme ne pourrait en rapporter, et que Vignal courait à sa perte en s'endettant pour un tel engin. Henri n'écouta personne. Il installa son jeune fils, Étienne, alors âgé d'à peine 10 ans, sur le garde-boue en fer blanc, juste à côté du siège suspendu par un gros ressort fatigué. C'est là, calé contre la tôle froide, les oreilles protégées par un vieux casque en cuir, que le jeune garçon fit son apprentissage de la terre. Le Someca ne se conduisait pas, il se domptait. Chaque passage de vitesse dans la boîte non synchronisée demandait une poigne de fer et un double débrayage parfait, sous peine d'entendre les pignons hurler leur douleur dans un craquement sinistre. Pour Étienne, ce tracteur devint une extension du corps de son père. À travers l'épaisseur des semelles de ses bottes en caoutchouc, le garçon apprenait à lire le sol du Cantal. Il ressentait chaque changement de texture de la terre à travers les vibrations sauvages qui remontaient des floorboards, ces lourdes plaques de tôle qui servaient de plancher à la machine. Quand le 6 cylindres descendait dans les tours, entamant un grognement plus grave, presque animal, Étienne savait sans regarder que la charrue venait de heurter une veine de basalte compacte cachée sous la surface. Son père, les bras tendus sur le grand volant en bakélite noir, ne ralentissait jamais. Il poussait l'accélérateur à main d'un geste sec et le Someca, crachant une fumée noire et dense par son échappement vertical, forçait le passage, brisant la roche ou déterrant des blocs de pierre de plusieurs quintaux que les hommes devaient ensuite charger à la main. C'était un travail de bagnard, une lutte quotidienne contre un environnement hostile qui exigeait une endurance mécanique et physique absolue. Le Someca 1000 d'été devint le pilier de la reconstruction des Vignal, le symbole d'une autonomie retrouvée au prix de la sueur et de la surdité naissante, façonnant l'esprit du jeune Étienne dans le culte de l'effort et de la résistance face aux éléments. Le printemps 1984 s'annonçait précoce sur les hauteurs du Cantal,
mais dans le bureau vitré de la laiterie du Plateau à Saint-Flour, l'atmosphère était plus glaciale que le vent de bise qui balayait les sommets. Étienne Vignal avait 29 ans. Il était assis, droit, un peu à l'étroit dans sa veste en velours côtelé, face à M. Vidal. Le directeur de la coopérative laitière locale incarnait à lui seul cette nouvelle race d'hommes qui commençait à régenter les campagnes. Des technocrates formés dans les écoles de commerce de la capitale, le teint pâle, le costume gris sans un pli, et le regard rivé sur des tableaux de statistiques complexes. Sur le bureau, entre une tasse de café tiède et un stylo à plumes rutilant, reposait le décret officiel venu tout droit de Bruxelles. La communauté économique européenne venait d'instaurer les quotas laitiers. D'un simple trait de plume, des fonctionnaires qui n'avaient jamais enfoncé leurs bottes dans la boue d'un enclos venaient de plafonner la production de toutes les fermes de France. Monsieur Vidal fit glisser le lourd dossier bleu vers Étienne. C'était un contrat d'intégration exclusive, un plan de modernisation obligatoire dicté par la coopérative. Pour obtenir le droit de maintenir son volume de ramassage, Étienne devait signer. Les clauses étaient d'une précision chirurgicale et d'une violence administrative inouïe. Le domaine des Vignal devait s'engager dans une restructuration totale. Abandonner les vaches de race salaire jugées trop rustiques et moins productives pour acheter à crédit un cheptel de Primolsten hautement sélectionné, bétonner la vieille étable en pierre pour installer une salle de traite automatisée à forte capacité, et surtout soumettre chaque décision agronomique à l'approbation des ingénieurs conseils de la coopérative. En clair, la ferme cessait d'appartenir à la lignée des Vignal pour devenir une simple unité d'exécution sous la tutelle financière de la laiterie du Plateau. Vidal croisa les mains, ajusta ses lunettes à monture d'écaille et fixa Étienne. Son regard descendit un instant sur les mains du jeune paysan posées à plat sur la table. Des mains massives, marquées par les coupures, les engelures guéries et la corne épaisse développée au contact permanent du volant en bakélite et des outils de fer. Un léger sourire condescendant flotta sur les lèvres du directeur. Il expliqua, d'une voix feutrée mais dénuée de toute empathie, que le temps du paysanat traditionnel était définitivement révolu. Il parla de restructuration nécessaire, d'optimisation des flux, de rentabilité à l'hectare et d'alignement sur les marchés européens. Pour lui, les petits producteurs indépendants de la montagne n'étaient plus que des anomalies statistiques, des survivances d'un passé folklorique qu'il fallait industrialiser de gré ou de force. L'avertissement tomba, net et coupant comme une lame. Sans la signature de ce contrat, la coopérative appliquerait des pénalités financières draconiennes sur chaque litre de lait excédentaire, de quoi asphyxier la ferme en moins de 2 saisons. Une colère sourde, profonde, prit racine dans la poitrine d'Étienne. Ce n'était pas l'emportement passager d'un jeune homme impulsif, mais la fureur froide d'une lignée de paysans qui avaient arraché leur autonomie à la roche noire du Plateau, hiver après hiver. Il revit son père, Henri, debout au milieu des champs calcinés de 1976, refusant de plier devant la fatalité. Il pensa au sommet Camille d'été qui attendait dehors, payé par la sueur et les sacrifices de toute une famille. Et voilà qu'un homme en cravate, qui mesurait la vie en colonnes de chiffres, venait lui dire que son héritage n'était qu'une dette en sursis, une simple variable d'ajustement sur un bilan comptable. Le piège était parfait. S'endetter sur 20 ans pour construire des bâtiments industriels que la banque posséderait, ou rester libre et mourir de faim sous le poids des interdictions administratives. Étienne ne s'y a pas. Il ramassa son chapeau de feutre posé sur la chaise voisine, se leva lentement, laissant le dossier bleu du contrat de modernisation parfaitement intact sur le formica blanc. Sans un mot, sans une menace, il tourna le dos au directeur et franchit la porte, emportant avec lui le silence pesant des hommes qui s'apprêtent à livrer une guerre invisible. Le matin du 4 mai 1984 resta gravé dans les pierres de la cour comme le jour d'un enterrement sans cercueil. L'aube se leva sur le plateau dans une brume épaisse qui collait au visage et dissimulait les sommets lointains. Dans la cour du domaine, les moteurs des 2 immenses camions à bétail de la maison d'engraissement tournaient au ralenti, crachant de longues volutes blanches dans l'air glacé. Étienne Vignal regarda sa bétaillère laitière descendre la rampe, une à une. 32 vaches pinoires et montbéliardes, le fruit de 30 ans de sélection minutieuse entamée par son père après la guerre. Des bêtes dociles au pied lourd, qui connaissaient le rythme de la cloche et le parfum du trèfle de printemps. C'était le cœur vivant de la ferme qu'on arrachait ce matin-là. Pour ne pas signer le pacte de soumission de la coopérative, pour refuser l'engrenage des emprunts bancaires à rallonge, Étienne avait pris la décision la plus radicale de sa vie. Liquider l'atelier laitier. Couper le cordon qui le liait au ramasseur de la laiterie. Lorsque le dernier camion franchit le grand portail en fer forgé, un silence de plomb s'abattit sur la ferme. Un silence d'une densité terrifiante pour un homme qui avait grandi au son du cliquetis des poppies et du ronronnement de la pompe à vide. Dans l'étable vide, l'odeur du lait chaud s'évaporait lentement, remplacée par l'odeur froide du béton lavé à grande eau. Le deuil aurait pu briser Étienne, l'inciter à tout abandonner pour chercher une place de gardien de nuit ou de chauffeur de ligne en plaine. Au lieu de cela, la perte se mua instantanément en une rage froide,
une obsession physique de la terre et du fer. Pour remplacer le lait, il fallait passer à l'élevage allaitant, plus rude, moins rentable à court terme, mais infiniment plus libre. Il acheta un petit lot de génisses de race salaire, ces bêtes à la robe à cajou et aux cornes en forme de lyre, capables de passer l'hiver dehors sous la neige et de véler sans l'aide d'un vétérinaire. Des vaches sauvages, fières, faites pour les hommes qui ne veulent pas de maître. Mais pour nourrir ce nouveau cheptel sans dépendre des marchands d'aliments et de leurs factures à 30 jours, Étienne devait reconquérir le haut du domaine. Les parcelles de la cime du Loup, des hauts plateaux abandonnés depuis la Grande Guerre parce que la roche y affleurait partout, devenant un cimetière pour les outils agricoles. C'était un désert de basalte et de genêt que la nature avait repris. C'est là que commença la véritable épreuve de force entre l'homme, sa machine et la pierre. Chaque matin, dès 4 heures, le Somméca 1000 d'été gravissait la pente abrupte, traînant derrière lui une sous-soleuse primitive à une seule dent, un lourd outil de fer forgé destiné à fendre la croûte terrestre en profondeur pour briser le lit de roches volcaniques. Étienne passait 12 heures par jour debout sur les floorboards du tracteur, les mains verrouillées sur le volant pour ne pas être éjecté de la cabine lorsque la machine butait contre un bloc invisible. Le travail était d'une brutalité inouïe pour la mécanique. Le train avant du Somméca pivotait, les pneus agraires s'écrasaient contre les arêtes tranchantes du basalte, et le moteur 6 cylindres M hurlait à la limite du régime de rupture, crachant des étincelles de suie par son échappement d'acier. Lorsque la dent de la sous-soleuse accrochait une table de pierre trop lourde, le tracteur cabrait, l'avant de 4 tonnes se soulevant du sol avant de retomber dans un fracas de fin du monde. Étienne descendait alors, une barre à mine à la main, pour dégager le bloc à la force des bras, accrocher des chaînes d'attelage et forcer la machine à arracher la pierre du sol. C'était une lutte millimétrique. Jour après jour, acre par acre, il empilait ses monolithes noirs le long des clôtures, formant d'immenses andins de pierre qui délimitaient ses nouveaux champs de seigle et de fourrage. Ses mains n'étaient plus que de la corne et des cicatrices, son dos le faisait souffrir à chaque changement de temps, mais chaque pierre arrachée à la montagne était une barrière de plus érigée entre sa liberté et ceux qui voulaient sa perte. Au milieu des années 80, le haut plateau était devenu un champ de bataille silencieux où l'homme et la machine ne faisaient plus qu'un contre la fatalité. Les parcelles de la cime du Loup s'avéraient encore plus féroces que prévu. Le sol y était truffé de chiras, ces immenses amas de blocs de granit et de basalte enfouis sous une mince couche de terre noire, déposés là par les colères volcaniques de l'ancien temps. Pour n'importe quel tracteur moderne de l'époque, léger et bardé de sécurité hydraulique trop sensible, ce chantier aurait été un suicide mécanique. Mais pour le Somméca 1000 d'été, c'était le terrain pour lequel sa fonte avait été coulée. L'acier orange, devenu terne sous les assauts du soleil d'altitude et de la poussière de roche, ne reculait jamais. Pourtant, la mécanique souffrait dans ses entrailles les plus profondes. Sous l'effort continu pour soulever les dalles de pierre, l'huile de la pompe hydraulique entrait en ébullition, faisant vibrer les tuyaux de haute pression sous les pieds d'Étienne dans un sifflement strident qui couvrait presque le bruit du moteur. L'hiver de l'année 1986 frappa le Cantal avec une rigueur polaire, figeant la terre sous un mètre de glace et interrompant les travaux de défrichage. C'est au plus fort de ce gel noir que la transmission du Somméca montra des signes de faiblesse, le disque d'embrayage principal ayant fini par se lisser à force de patiner contre la roche. Dans le hangar en pierre de taille, où le thermomètre affichait un double zéro persistant, Étienne n'hésita pas. Hors de question de faire appel au concessionnaire de la ville, ce qui aurait signifié accepter une facture exorbitante et ouvrir une brèche dans son indépendance financière. Seul, à la lueur d'une simple baladeuse dont le fil gelé se cassait comme du verre, il entreprit de couper le monstre orange en deux. Le processus exigeait une précision de serrurier alliée à une force de terrassier. Calé sur des madriers de chêne et soutenu par un cric d'atelier d'un autre âge, le bloc moteur fut désolidarisé de la boîte de vitesse. Les doigts d'Étienne collaient à l'acier gelé, la peau s'arrachant parfois sur les angles vifs des quartés de fonte. Chaque boulon de la cloche d'embrayage, grippé par des années de boue acide et de suie, exigeait des efforts surhumains, des coups de masse mesurés et l'usage intensif de dégrippants qui empestaient l'atelier. C'était dans cette solitude glaciale, face à la nudité des engrenages de fer, qu'Étienne trouvait une étrange paix d'esprit. La mécanique ne mentait pas. Contrairement aux promesses des banquiers ou aux décrets des coopératives, un pignon était soit intact, soit brisé. Il n'y avait pas de zone grise, pas de compromis bureaucratique. Cette lutte quotidienne laissait des traces indélébiles, non seulement sur le fer, mais sur l'homme lui-même. La cabine du Somméca 1000 d'été, dépourvue de toute suspension moderne, transmettait chaque impact de la charrue directement dans la colonne vertébrale d'Étienne. À chaque fois que la sous-soleuse heurtait un bloc de granit, le choc se répercutait dans ses vertèbres lombaires avec la violence d'un coup de poing. À 30 ans à peine, son corps montrait déjà les signes de fatigue d'un homme de 50. Un pas légèrement raidi, des épaules voûtées par les heures passées à se pencher sur les leviers, et un sifflement permanent dans les oreilles provoqué par le hurlement du 6 cylindres EM libéré par un échappement direct.
En bas, dans la vallée, la laiterie du plateau observait ce paysan obstiné avec une certitude tranquille, attendant le moment inévitable où le bonhomme s'effondrerait, le dos brisé ou le tracteur définitivement ruiné, pour acheter ses terres à bas prix et clore ce dossier de résistance. Mais il sous-estimait la nature de l'alliance entre l'homme et l'acier orange. Tant que le démarreur lourd de 20 kilos parvenait à lancer les 6 pistons dans leur chemise de fonte, Étienne restait le seul maître de ses limites, transformant sa souffrance physique en une citadelle d'autonomie que personne ne pouvait assiéger. Au tournant des années 90, le paysage humain de la Planaise s'était profondément altéré, prenant les traits d'une dépossession méthodique. La laiterie du plateau, forte de ses capitaux industriels et de ses alliances politiques, avait déployé ses tentacules à travers les commissions de la SAFER. Ce système d'aménagement foncier, initialement créé pour protéger les structures familiales, s'était transformé en un outil de consolidation froide. Dès qu'un vieux paysan sans descendance fermait les yeux ou qu'un éleveur étranglé par les traites d'un hangar moderne jetait l'éponge, la coopérative préemptait les terres. Les haies de frênes séculaires étaient arrachées, les murets de pierre effondrés pour créer d'immenses ensembles standardisés où des entrepreneurs de travaux agricoles extérieurs venaient semer du maïs en silage à grand renfort d'engrais chimiques. La ferme des Vignales était devenue une anomalie géographique, un îlot de résistance de 80 hectares de basalte, encerclé de toutes parts par des terres sous bail industriel. Pour Étienne, cet encerclement n'était pas seulement visuel, il était économique. Le travail de la salaire allaitante et la culture du seigle sur les hauteurs exigeaient désormais une réactivité maximale que le seul Someca, malgré sa vaillance, ne pouvait plus assurer à lui seul. Les journées n'avaient toujours que 24 heures, et la surface à travailler avait doublé par la force des choses, Étienne ayant récupéré quelques parcelles isolées que la SAFER n'avait pu intercepter. Pour faire face, sans jamais franchir le seuil d'une banque, il se rendit à une vente de liquidation judiciaire à Rodez en octobre 1992. C'est là qu'il jeta son dévolu sur un Renault 1181 A4. L'engin était massif, paré de cette carrosserie jaune ocre typique de la régie d'alors, mais son état témoignait d'une existence de privation. Le moteur cylindre MWM de 115 chevaux affichait 12 300 heures au compteur, la boîte de vitesse craquait en troisième, et les réducteurs arrière fuyaient une huile noire et épaisse. Le prix fut fixé à 45 000 francs. Étienne régla la somme en coupures usées qu'il avait économisées sous après sous, refusant les offres de financement à taux préférentiel que le commissaire-priseur tentait d'imposer pour le compte d'un organisme de crédit lyonnais. Le retour du Renault au domaine marqua le début d'une guerre de tranchées mécaniques. L'exploitation fonctionnait désormais comme une garnison en état de siège. Étienne refusait systématiquement l'accès de sa cour aux techniciens de la coopérative qui venaient régulièrement, dossier sous le bras, lui proposer des solutions de réintégration mutuelle ou des contrats de rachat de ses taurillons. Quand une voiture blanche floquée du logo de la laiterie du plateau s'engageait sur le chemin de terre, Étienne ne descendait même pas de son tracteur. Il laissait le moteur MWM tourner au ralenti, son bruit de marteau-piqueur régulier étouffant les tentatives de dialogue du commercial en costume. Le message était muet, mais limpide ici, la terre n'appartenait ni aux actionnaires, ni aux planificateurs de quotas. Elle appartenait à celui qui la retournait. Chaque panne sur le Renault ou le Someca devenait une occasion de prouver la supériorité de la pauvreté libre sur l'opulence endettée. Dans le silence de ces nuits, Étienne s'était fait mécanicien de l'extrême, accumulant un stock de pièces détachées récupérées dans les casses agricoles de Brioude ou de Clermont-Ferrand. Une culasse fêlée sur le vieux Someca était remplacée par une pièce d'occasion trouvée sur un moteur industriel de motopompe. Le pont avant du Renault était reconstruit à l'aide de pignons usinés à la main par un tourneur à la retraite du village voisin. Cette maintenance de fortune, loin d'être un aveu de misère, constituait sa plus grande victoire tactique. Pendant que les voisins, installés sur des machines neuves et climatisées, devaient attendre le passage d'un camion atelier et l'autorisation de leur banquier pour la moindre rupture de flexible hydraulique, Étienne reprenait le travail 2 heures après la panne, les mains noires de graisse graffitée, mais l'esprit parfaitement souverain. Sa ferme était peut-être un îlot isolé au milieu d'un océan de monoculture industrielle, mais c'était un îlot dont les fondations s'enfonçaient si profondément dans le basalte qu'aucune tempête financière ne semblait pouvoir l'ébranler. L'année 2002 vit le retour au domaine de Mathieu, le fils unique d'Étienne, fraîchement diplômé du lycée agricole d'Aurillac. Le jeune homme revenait sur la Planaise des dossiers sous le bras, la bouche pleine de termes techniques appris dans les manuels de gestion moderne, mise aux normes européennes, optimisation des coûts fixes, aide de la PAC et fenêtres de tir météo rationalisées. Pour Mathieu, l'exploitation paternelle, bien que miraculeusement épargnée par les dettes, ressemblait à un musée à ciel ouvert, une hérésie économique où l'on s'échinait encore à réparer des machines conçues avant sa naissance. Il ne comprenait pas cette obstination à passer des heures courbées sur les quartiers d'huile du Someca ou à s'user les vertèbres sur le siège rigide du Renault 1181 A4. Pour lui, le progrès ne se mesurait pas en kilos de fonte, mais en confort, en rapidité d'exécution et en rentabilité administrative garantie par les subventions de Bruxelles.
L'affrontement entre les deux générations se focalisa rapidement autour d'un projet de leasing. Mathieu voulait faire entrer la ferme dans le XXIe siècle en louant un tracteur de démonstration de dernière génération, un engin doté d'une cabine suspendue et pressurisée, d'une boîte de vitesse à gestion électronique et d'un tableau de bord digital capable de calculer le patinage au pourcentage près. Il reprochait à son père de sacrifier sa santé par pur orgueil et de perdre un temps précieux lors des récoltes à cause de la lenteur des vieux outils mécaniques. Étienne écoutait son fils en silence, adossé au muret de pierre de la cour, les bras croisés sur sa combinaison de travail tachée de cambouis. Il y avait dans le regard du père une tristesse diffuse, celle d'un homme qui voit son sang céder volontairement aux sirènes de la dépendance moderne. Pour Étienne, accepter ce tracteur en location, c'était faire entrer le loup bancaire dans la bergerie, c'était troquer la rude fierté du producteur contre le statut d'usager assisté. La démonstration de vérité survint au cours de l'été 2004, lors de la récolte cruciale du seigle de montagne à la cime du Loup. Les nuages noirs s'accumulaient rapidement sur les crêtes du Cantal, menaçant de détruire le grain mûr si le chantier n'était pas bouclé avant le crépuscule. Mathieu avait obtenu qu'un concessionnaire local lui prête un tracteur moderne pour presser les balles de paille. L'engin évoluait dans le champ avec une aisance déconcertante, avalant les andins à une vitesse que le vieux Renault n'aurait jamais pu tenir. Mais à 14 heures, alors que l'orage grondait au loin, la machine de pointe s'arrêta net au milieu de la pente. L'écran de contrôle s'était figé sur un code d'erreur cryptique, une simple sonde en plastique, logée au fond du système d'injection à rampe commune, venait de griller à cause de la poussière volcanique. Le tracteur s'était instantanément mis en sécurité, interdisant tout redémarrage du moteur sans l'intervention d'un technicien d'Aurillac muni de sa valise informatique de diagnostic. Mathieu, blême, le téléphone vissé à l'oreille, venait de s'entendre dire que l'atelier de la concession ne pourrait envoyer personne avant le lendemain matin. Le chantier était paralysé pour une pièce à 10 € que personne ne pouvait réparer sur place. C'est à ce moment qu'Étienne remonta le chemin au volant du vieux Renault 1181 A4, traînant une vieille presse mécanique des années 70. En passant à côté du monstre technologique immobilisé, Étienne ne dit pas un mot. Il descendit de sa cabine sans climatisation, sortit son vieux poste à souder à l'arc du coffre à outils du Renault, brancha les pinces sur la génératrice et entreprit de ressouder une patte de déclenchement cassée sur sa propre presse en moins de 20 minutes. Sous les yeux de son fils, le vieux 6 cylindres MWM reprit sa marche monotone et lourde, tournant jusqu'à minuit sous une pluie battante pour sauver la récolte. Ce soir-là, dans l'obscurité de l'atelier, la claque des générations fut magistrale sans qu'aucune parole blessante n'ait besoin d'être prononcée. Mathieu comprit, à la lueur des étincelles de la soudure, ce que son père protégeait depuis 30 ans. L'efficacité moderne n'est qu'une illusion si elle détruit l'autonomie de l'homme face à l'aléa. L'année 2015 sonna le glas d'un empire de papier d'une manière que personne sur la planète n'avait osé anticiper, hormis ceux qui connaissaient la fragilité des constructions fondées sur la dette. Le 1er avril de cette année-là, l'Union européenne abolit définitivement le système des quotas laitiers instauré 31 ans plus tôt. Ce mécanisme, qui avait autrefois servi de prétexte pour tenter de briser la lignée des Vignales, s'effondra sous les coups d'une dérégulation mondiale sauvage. En quelques semaines, le marché fut submergé par des millions de litres de lait produits à bas coût dans les plaines industrielles d'Europe du Nord. Les prix s'effondrèrent instantanément, plongeant les exploitations hypermodernisées de la région dans une agonie financière immédiate. Les structures géantes qui encerclaient le domaine d'Étienne, celles-là même qui affichaient fièrement des parcs de machines neuves renouvelés tous les 3 ans, se retrouvèrent prises à la gorge par des banques désormais sans pitié. La débâcle la plus spectaculaire fut celle de la laiterie du plateau. La puissante coopérative, aveuglée par des décennies de croissance forcée, avait investi massivement, juste avant la crise, dans de colossaux séchoirs à lait industriel et une flotte disproportionnée de camions-citernes de collecte. Surendettée, incapable de verser un prix décent aux éleveurs intégrés, la structure déposa le bilan au cœur de l'automne. Un matin d'octobre, Étienne Vignal, désormais âgé de soi-disant 60 ans, se trouvait au volant de son Renault 1181 A4, à la lisière des parcelles de la cime du Loup. De sa cabine rudimentaire, dont le moteur MWM distillait son ronronnement mécanique inaltérable, il dominait la route nationale qui menait à Saint-Flour. Là, sur le parking de la coopérative transformée en zone de saisie judiciaire par les huissiers, une scène surréaliste se déroulait. Les lourds camions de ramassage, ceux-là même qui symbolisaient autrefois le pouvoir absolu du cartel laitier sur la montagne, étaient alignés sous les yeux des acheteurs d'occasion venus de toute l'Europe pour une vente aux enchères forcées. Étienne coupa le contact du Renault. Le silence qui s'ensuivit sur le plateau était presque prophétique, un silence lourd de la fin d'un monde industriel qui avait cru pouvoir dicter sa loi aux vivants. Il n'y avait aucune joie sur le visage d'Étienne, aucune satisfaction mesquine face à la ruine de ses anciens persécuteurs. Le coût de sa propre liberté avait été trop élevé pour qu'il s'abaisse au triomphalisme. Il repensa aux journées de 12 heures passées à arracher le basalte à la force des bras,
aux hivers de gel noir passés sous les quartiers métalliques de ses machines, au sacrifice de sa jeunesse pour préserver un nom sans tache de créance. Le temps venait simplement de rendre son verdict, froid et impartial comme la roche noire du Cantal. La stratégie du zéro exposition, cette obstination que les technocrates qualifiaient jadis de retard agronomique, s'avérait être la seule armure capable de résister à la mondialisation. Quelques jours plus tard, lors de la foire d'automne à Murat, Étienne croisa M. Vidal au détour d'une allée de bétail. L'ancien directeur de la laiterie du Plateau avait vieilli. Privé de son bureau vitré et de ses organigrammes de pouvoir, il n'était plus qu'un retraité à la silhouette voûtée, enveloppé dans un pardessus beige un peu trop grand pour lui, le regard fatigué par la chute de son empire de béton. Les deux hommes s'arrêtèrent à quelques mètres l'un de l'autre, au milieu de la rumeur du marché et des odeurs de paille mouillée. Aucun mot ne fut prononcé. 31 ans d'histoire rurale se croisèrent dans un seul regard, pesant, interminable. Vidal revit sans doute le jeune paysan aux mains calleuses qu'il avait tenté d'humilier en 1984 en lui prédisant une disparition certaine. Étienne, lui, ne vit qu'un homme qui avait cru que la vie pouvait se soumettre à un bilan comptable. Puis, d'un léger mouvement de tête, presque respectueux de la déchéance de l'adversaire, Étienne reprit sa marche, laissant le passé derrière lui, libre comme le vent d'autant qui continuait de balayer les hauteurs inviolées de sa terre. Si vous aussi, vous croyez que la terre appartient à ceux qui la respectent et non à ceux qui la calculent, rejoignez-nous. Abonnez-vous pour que ces récits de notre terroir et de nos vieilles mécaniques ne s'effacent jamais.